À la une ce matin. La commune de Signes dans le Var, Sonnet, son maire âgé de 76 ans a été tué hier, renversé par un homme qui voulait empêcher de déverser des gravats en pleine nature. Son fils prend la parole ce matin sur Europe 1. Le pilote bombardier d'eau Franck Chénaud sera fait chevalier de la Légion d'honneur aujourd'hui à titre posthume. Cérémonie d'hommage en présence du ministre de l'Intérieur. Dans ce journal également, le bilan mitigé des soldes qui se termine ce soir. La défonce au gaz hilarant, nouvelle mode chez les jeunes qui inquiète. La forte baisse de la natalité en Espagne. Et puis notre tour d'horizon des clubs de Ligue 1 à 3 jours de la reprise. Aujourd'hui, direction Saint-Étienne. Europe 1. Le maire de Signes, Jean-Mathieu Michel, a-t-il été écrasé volontairement ? 2 hommes ouvriers du bâtiment sont en garde à vue ce matin. Ils sont soupçonnés de l'avoir renversé avec leur camionnette hier après-midi alors que le maire venait de les surprendre en train de déverser des gravats au bord d'un chemin. Il s'est interposé et a été percuté par le véhicule qui tentait de repartir. Roman Oquet, vous êtes ce matin sur la place du marché de Signes. Roman, les habitants et la famille du maire sont abasourdis. Oui, le village se réveille péniblement. Les cafetiers de la place s'installent en silence. Sur les bancs, aux terrasses, les habitants partagent leur stupeur, leur incompréhension après le décès accidentel de Jean-Mathieu Michel, l'emblématique maire de la commune depuis 36 ans. Dans les ruelles, son fils, Stéphane, vient à la rencontre des passants pour partager la nouvelle. Pour moi, je lui dis, c'est un cauchemar, il va se réveiller, tristesse et colère. Colère d'être impuissant, de ne plus rien faire contre des gens comme ça. On fait des bêtises, on tue, on écrase, on ne peut rien faire. La tristesse, dire que mon père il était génial. Il a géré sa commune depuis des années comme si c'était sa maison. Et un grand-père et arrière-grand-père génial que ses petites filles ne verront plus leur grand-père. Un fils entouré par les habitants qui viennent spontanément lui présenter ses condoléances. Car dans ce village de près de 3000 habitants, tout le monde connaissait monsieur le maire et avait l'habitude de ses tapes sur l'épaule en guise de bonjour. Un homme franc, loyal, qui a vu grandir les enfants du village comme Yannick. Hier, j'avais plus de jambes, j'avais plus de... Ses parents donc. Ouais, mes parents, ils le connaissaient bien et j'ai pas de mots, il n'y a plus de mots, il y a plus... il était connu dans tout le village et tout, c'était quelqu'un de super. Parce que il était humain, il était... Ouais, c'est dur. Les drapeaux de la mairie seront en berne toute la journée. Une réunion est prévue à 9h avec les élus pour organiser la cérémonie d'hommage. Merci beaucoup Roman Oquet en direct de Signes dans le Var pour Europe 1. Et le président du Sénat, Gérard Larcher, a réagi il y a quelques instants sur Twitter. Il dit son émotion et déplore. Le maire n'est donc plus seulement à portée d'engueulade quand il se met au service du bien commun. Et nous allons à présent à Générac dans le Gard où l'on s'apprête à rendre hommage ce matin au pilote d'avion Franck Chénaud. Mort vendredi dans le crash de son bombardier d'eau alors qu'il luttait contre les incendies. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner se rend ce matin sur la base aérienne de Nîmes-Garons pour une cérémonie au cours de laquelle Franck Chénaud sera fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Une juste reconnaissance pour les habitants de Générac, Victor Delande. Le village est encore sonné 4 jours après l'incendie. Stéphanie vient d'acheter des fleurs. Elle les déposera ce matin devant la base aérienne de sécurité civile où se déroulera l'hommage. Elle voulait absolument faire un geste pour dire merci à Franck Chénaud. C'est plus qu'admirable. On est un peu tous égoïstes de nos jours, je trouve. Et il y a très peu de personnes qui donneraient sa vie pour sauver celle des autres. À ses côtés, Patrick, lui aussi habitant de Générac, est admiratif du travail de ses pilotes. Ces gens-là sont des héros. Les gars, ils sont là-haut, ils font leur métier. Et puis c'est un métier à haut risque. Ils prennent ce risque, mais là en plus, ils prennent le risque pour sauver les autres. Et c'est eux qui restent. C'est même plus que des héros. C'est vraiment des symboles. Manu a travaillé longtemps à la base aérienne de sécurité civile de Nîmes-Garons. Aujourd'hui, il veut surtout adresser un message aux enfants de Franck Chénaud. Dans les jours, dans les mois qui vont suivre, c'est être fier, quoi. Même s'il a perdu la vie, il a porté haut certaines valeurs. Il faut être fier. De nombreux habitants que j'ai croisés ici aimeraient se montrer encore plus solidaires. Ils devraient créer une cagnotte dans les prochains jours pour aider à leur manière la famille de ce pilote. À Générac, Victor Delande, Europe 1. L'actualité économique et ce bilan mitigé pour les soldes d'été qui se terminent ce soir. À Paris, la Chambre de commerce indique que 54% des boutiques déclarent un chiffre d'affaires en baisse par rapport à l'été dernier. Mais il reste un secteur qui semble avoir quand même tiré son épingle du jeu. C'est l'habillement, avec une fréquentation des magasins en légère hausse. Éric Mertz est le président de la Fédération nationale de l'habillement. Les soldes restent un rendez-vous important. Ce n'est plus le rite social que nous connaissions.
tout simplement parce que les clients n'attendent pas cette période-là pour faire des bonnes affaires. Le bilan est somme toute assez favorable, avec une fréquentation en hausse de 1,5% et un panier moyen également en hausse de 6%. Nous avons été particulièrement impactés par le mouvement des gilets jaunes, avec des baisses de chiffre d'affaires qui ont représenté sur 6 mois plus de 8% du chiffre d'affaires annuel, une météo particulièrement capricieuse sur le deuxième trimestre. Donc nous avons entamé les soldes avec un déficit de chiffre d'affaires relativement donc conséquent, et de fait la marge nous ne l'avons pas faite au moment où il fallait la faire. Voilà, bilan contrasté quand même. Éric Merz, président de la Fédération nationale de l'habillement, avec Sofiane Aklouf pour Europe 1. Il est 8h05 sur Europe 1. Voici une mode, une tendance qui inquiète les élus de plusieurs communes du Nord. De plus en plus de jeunes consomment comme une drogue du protoxyde d'azote, un gaz hilarant en vente libre et à très bas prix, utilisé pour les siphons à crème chantilly par exemple, mais aussi dans le milieu médical pour les anesthésies. Il est de plus en plus détourné de son usage, ça fait déjà quelques années, mais cela touche de plus en plus de jeunes, à tel point que 2 maires du Nord ont dû prendre des mesures, Jean-Gabriel Bourgeois. Après inhalation, les effets du protoxyde d'azote sont immédiats. On se met à rigoler, on a la tête qui tourne. Lucas, 20 ans, a voulu essayer lors d'une soirée entre copains. Ça fait chauffer le crâne un peu et on rigole pendant 30 secondes et après plus rien. C'était simple. Ça coûte pas cher. À peine 2 € la cartouche de ce gaz hilarant pour une défonce express et pas cher. Le phénomène prend de l'ampleur au point que le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, a pris début juillet un arrêté pour interdire la consommation et la vente du protoxyde d'azote aux mineurs. On a observé depuis maintenant quelques mois une consommation de ce type de substance, avec donc ces capsules qu'on retrouve sur l'espace public, en certains endroits, des capsules qui avaient été consommées et qui sont laissées à même le sol. Donc il y a une urgence. Ce gaz hilarant a un nom sympathique, mais il y a un vrai danger, rappelle le docteur Rami Azouz du centre antipoison de Lille. Des troubles de la concentration, voire des pertes d'équilibre, des troubles de la sensibilité. Une cartouche par jour sur quelques semaines, ça déclenche des lésions neurologiques, c'est clairement établi. Le centre antipoison reçoit plus d'une centaine d'appels par an pour ce type d'intoxication. La suite du journal de Théo Manval avec ce rassemblement à Lausanne. Smile for Future, ça veut dire souriez pour le futur. Des centaines de jeunes rassemblés pour le climat. Leur mobilisation ne faiblit pas. Les jeunes générations particulièrement marquées par la menace du réchauffement climatique et qui tentent de se structurer. Ils sont en ce moment 450 militants issus des marches pour le climat de 37 pays. Pour ce qui s'apparente, Virginie Salmen a un véritable sommet. Greta Thunberg est là, mais comme une simple militante, m'expliquent les participants à ce sommet européen des jeunes. Il n'y a pas de leader, pas de porte-parole. La différence quand même, c'est que toutes les caméras sont braquées sur la jeune activiste suédoise. Il y a un emploi du temps très précis. Chaque matin, petit déjeuner entre 6h et 9h, puis séance plénière stratégie du mouvement. Il s'agit de cadrer, de donner une colonne vertébrale à ces marches pour le climat qui ont démarré il y a pile un an, en mettant aussi en pratique les valeurs du mouvement. Tous les repas sont véganes, nous explique Kelmi Martinez, l'un des co-organisateurs. On a la moitié en fait de notre nourriture qui vient des invendus de la grande distribution. Donc on a pu obtenir des partenariats avec les grands supermarchés de la région qui nous livrent leurs fruits et légumes invendus. L'autre moitié de notre nourriture vient de producteurs bio et locaux qu'on connaît personnellement, qu'on a rencontrés personnellement. On crée le microcosme de la société dans laquelle on a envie de vivre dans le futur. Ça passe aussi par les transports. Tous les participants sont venus par des moyens terrestres, bus affrétés, trains depuis la Russie pour certains, ou vélos, à l'exception des Libanais qui ont dû prendre l'avion pour ne pas avoir à traverser la Syrie. L'objectif final de ce sommet des jeunes, c'est de structurer le mouvement pour pouvoir s'asseoir à la table des décideurs dans les mois qui viennent. Virginie Salmen pour Europe 1. En Espagne, les chiffres de la natalité inquiètent les autorités. Il faut dire qu'ils sont alarmants. Depuis 10 ans, le nombre de naissances a baissé de 40% en Espagne. Les raisons sont multiples, baisse du taux de fécondité, difficultés économiques. Ces 3 dernières années, nos voisins espagnols ont même enregistré plus de décès que de naissances. Henri de la Guéry. C'est la fête de fin d'année à la crèche de la Marchica à Barcelone. Ce soir, les plus petits sont en vacances. Un concert est organisé pour les enfants en présence de leurs parents. Ils ont tous plus de 35 ans. Beaucoup ont passé la quarantaine. Anna travaille depuis 20 ans en milieu scolaire et elle le voit bien. Chaque année, il y a moins d'enfants. Avant, on ouvrait des classes en maternelle. Mais maintenant, ces classes se ferment. Et certaines écoles se restructurent car elles n'ont plus assez d'enfants. Et c'est la même chose ici en crèche. En moyenne, les Espagnols ont leur premier enfant à l'âge de 31 ans. C'est 3 ans plus tard qu'en France.
France. On doit ces chiffres à la crise économique, bien sûr, à la précarisation de l'emploi et à l'absence d'aide de l'État, mais pas seulement. Seila a 38 ans et elle a eu son premier enfant il y a moins de 2 ans. C'est sans doute égoïste, mais quand j'ai connu mon mari, on voulait surtout voyager, sortir. Avoir un enfant n'était pas du tout une priorité, et puis c'est vrai qu'on trouvait que ce n'était jamais le bon moment. Et cette maman ne compte pas avoir d'autres enfants. En Espagne, le taux de fécondité est l'un des plus bas d'Europe, avec 1,3 enfants par femme. C'est 1,9 en France. Si la tendance se poursuit, d'ici 2100, il y aura 2 fois moins d'habitants en Espagne. Barcelone, Henri Laguérie, Europe 1. En bref, le Sénat italien adopte un texte pour renforcer le pouvoir de son gouvernement contre les ONG qui viennent en aide aux migrants. Le ministère de l'Intérieur pourra désormais confisquer les navires qui entrent dans ses eaux ou encore infliger des amendes allant jusqu'à 1 million d'euros. Le texte doit encore être ratifié par le président de la République italienne. On termine avec l'actu du football. Le championnat de Ligue 1 s'apprête à reprendre. Ça y est, c'est dans 3 jours. Et toute cette semaine, on fait sur Europe 1 le tour d'horizon des clubs à suivre. Direction aujourd'hui Saint-Etienne qui sort d'une très belle saison, terminée à la 4e place avec une qualification à la clé pour la Ligue Europa. Mais il y a eu beaucoup de changements cet été. Le départ de l'entraîneur Jean-Louis Gasset notamment. Alors les Verts peuvent-ils continuer à briller ? Cyril de la Morinerie. Sur la pelouse de l'Etra, le centre d'entraînement de Saint-Etienne, il n'y a plus l'homme à la casquette. Le très apprécié Jean-Louis Gasset a laissé sa place à son adjoint Ghislain Printemps. C'est lui qui a la lourde tâche de guider les Verts cette saison en Coupe d'Europe. Je pense que j'ai essayé d'endosser son costume. Après, ça s'est fait naturellement. J'essaie d'être moi-même, si ce n'est que j'ai pris un peu plus de recul. Le nouvel entraîneur a en effet devant lui un défi immense. Saint-Etienne, absent des compétitions européennes depuis 2 ans, va ainsi disputer la Ligue Europa, bien figurer en Coupe d'Europe, tout en ayant des ambitions très élevées en championnat. C'est l'objectif de Saint-Etienne. Confirme à Europe 1 celui qui connaît le mieux le club. Il y a été formé et ne l'a jamais quitté. Le capitaine âgé de 33 ans, Loïc Perrin. Le but, ça va être d'être le plus performant possible sur tous les tableaux. On peut prendre l'exemple de Rennes l'année dernière où ils ont fait une saison compliquée en championnat parce que jouer la Ligue Europa, ça demande beaucoup d'énergie entre les voyages, les matchs engagés, ça demande de l'énergie, mais par contre, c'est super excitant. Et le chaudron attend avec impatience de retrouver le parfum de ces grandes soirées européennes pour vibrer comme il sait si bien le faire. Cyril de la Morinerie. Et puis sera-t-il super Dario ? Les supporters marseillais l'espèrent. L'Olympique de Marseille a officialisé hier soir l'arrivée de son nouvel attaquant Dario Benedetto. Arrivé d'Argentine, il a signé pour 4 saisons. C'était le journal de 8h de Théo Manval. Merci.